Alors, le danger, évidemment, quand on parle d'influence sur les réseaux sociaux, ça va être un peu comme les manifs. Nous, on va dire qu'on a 400 000 personnes, puis la police va dire 200 000. Donc, il faut faire toujours attention un petit peu aux chiffres. Oui, il y a un retour sur investissement à partir du moment où on réfléchit à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va y faire? Nous, je pense que c'est la première chose. Ce qu'on voit quand même chez les syndicalistes, beaucoup ce qu'il y a eu au début, c'est qu'il y a eu, le réseau social est arrivé, ça a été Facebook, ça a été Twitter, donc il a fallu y être. Donc beaucoup en fait, d'organisations s'y sont mis pour y être. Après, il a fallu réfléchir au contenu. Et là, ça a été un tout petit peu plus difficile parce qu'on a vu des formes de communication au début qui étaient des formes un petit peu sous forme de tract, ce qui ne convient pas forcément évidemment aux médias sociaux. Et on a aujourd'hui une professionnalisation un petit peu de la communication sur ces réseaux sociaux qui font que je ne m'adresse pas aujourd'hui de la même façon sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter. Je mets un petit peu Facebook de côté parce que je pense que c'est peut-être pas forcément l'avenir du syndicalisme. Par contre, il est très clair que quand on va aborder sur LinkedIn et sur Twitter les salariés, c'est pas la même chose. Nous, par exemple, à la CFDT 4, quand on a réfléchi à aller sur LinkedIn, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose sur la CFDT cadre? Est-ce qu'on fait quelque chose de plus centré sur une certaine population? Et on a décidé en fait de s'intéresser aux jeunes. Donc par exemple, on est parti, et là je rejoins tout ce qui s'est dit depuis le début, y compris par Carole tout à l'heure, partir du terrain. Ça c'est quelque chose d'essentiel. Donc on est parti du terrain, et nous ce qu'on propose par exemple à la CFDT cadre, une fois par trimestre environ, ce sont des rencontres avec les jeunes, donc qu'on appelle les after-work. Vous savez que c'est très tendance, donc c'est après le travail. On lance un thème de discussion, les jeunes viennent discuter avec nous sur ce sujet. Et ben, ce qu'on fait maintenant sur LinkedIn, c'est qu'un mois avant que le sujet soit débattu dans nos locaux avec les jeunes, on lance une discussion sur LinkedIn. Voilà. Et on a eu, pas plus tard qu'il y a 2 jours, voilà, une discussion qui s'est engagée avec un jeune chercheur. Et la question finale qui est venue au bout de 3 ou 4 discussions, c'est au fait, tiens, j'aimerais bien adhérer à la CFDT, comment je fais? Voilà. Donc, les facteurs d'influence, on n'était pas forcément allé sur LinkedIn pour ça, on était là d'abord pour se faire connaître, pour se faire voir, et bien finalement, on rencontre aujourd'hui que ça nous ramène des gens. Et j'irais beaucoup plus facilement parce qu'on est dans des postures qui sont, je dirais par exemple, beaucoup plus faciles que Facebook, parce qu'évidemment, Facebook, si vous allez sur les Facebook des syndicats, notamment des sections syndicales d'entreprise, vous allez avoir paradoxalement très peu de personnes qui vont être amies. Mais il faut évidemment, un jour, un directeur social, des affaires sociales m'avait dit, oh là, ouais, mais nous, syndicalistes, ils ont 40 pauvres abonnés sur Facebook. J'ai dit, bah oui, mais gros malin, réfléchis. Est-ce que tu penses qu'un jeune qui recherche du boulot va mettre qu'il est ami avec la CFDT ou la CGT? Donc voilà, donc après il faut réfléchir. C'est beaucoup plus facile sur Twitter par exemple, vous voyez. Donc il faut réfléchir avant tout à qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on fait. Et les retours d'influence, ils sont là-dessus, c'est qu'on a 2 publics. Nous, CFDT cadre, on vise 2 publics. On vise déjà aussi l'interne, c'est-à-dire faire connaître ce que l'on fait aux sections syndicales d'entreprise, aux fédérations. Et évidemment, l'externe, faire comprendre, faire connaître aussi nos motivations, nos objectifs aux cadres, à l'extérieur. Donc un ROI en termes d'adhésion. Oui, bien sûr, oui. Et aussi, évidemment, pour faire connaître ce que l'on fait, parce qu'il y a évidemment une connaissance très, très limitée, souvent, de ce que font les syndicalistes en 2014. Oui, le digital, ça fait mal comme le chocolat, quoi, si on en prend trop. Très rapidement, sur le droit à la déconnexion, nous, c'est une vieille marotte, en 1995, les premiers écrits sur le droit à la déconnexion à CFDT cadre. Déjà, il faut voir à qui on s'adresse quand on parle du droit à la déconnexion. D'accord? C'est qu'on parle en ce moment à des générations, les plus jeunes sont des générations qui sont nées en 90-92, celles qu'on embauche aujourd'hui dans les entreprises. Ce n'est pas encore les années 2000. C'est-à-dire que moi, quand je m'adresse à mon fils aîné, je lui dis « il faut que tu te déconnectes », il me dit « déconnecter de quoi ?» De quoi je me déconnecte? Je ne vois pas de quoi tu me parles. Donc déjà, c'est important. La deuxième chose, c'est que en ce moment, on vit une époque formidable actuellement parce que le droit à la déconnexion est arrivé dans des accords, notamment aussi dans une dénonciation au niveau de Syntec sur le forfait jour, on parle aussi du droit à la déconnexion. Donc en ce moment, on a à peu près tout et n'importe quoi qui se fait sur la déconnexion. Ça va de la fermeture des serveurs à voilà, j'ai une petite anecdote rapide sur la fermeture des serveurs pour ceux qui voudraient mettre ça en place parce que moi j'adore, c'est le truc qui me fait le plus rire. On a une boîte qui a fermé ses serveurs de 22h à 7h du matin et qui a appris en même temps à ses salariés d'envoyer des messages en différé sur Outlook. Donc résultat des courses, cette boîte s'est rendue compte qu'entre 9h et 10h, les services saturaient parce que tous les mails arrivaient et que les salariés étaient débordés. Donc elle a décidé qu'entre 9 et 10,
on allait lire les messages reçus la veille. Seulement, il se passait un problème, c'est qu'à partir de 10 heures, il y avait tous les messages qu'on envoyait entre 9 et 10, donc ils ont arrêté. Ben, ça sert à rien. Voilà, c'est une petite parenthèse. Nous, ce que l'on dit aujourd'hui sur le droit à la déconnexion, on est allé un tout petit peu plus loin sur la réflexion, on parle du droit et devoir de déconnexion. C'est-à-dire, plutôt que de parler d'une obligation de l'employeur, on part du salarié. C'est-à-dire que ne pas oublier, quand on parle de droit à la déconnexion, on a aussi un devoir. C'est-à-dire que je suis moi-même un pollueur en puissance. C'est-à-dire que, certes, je reçois des mails tard le soir, mais j'en envoie aussi. Il ne faut pas oublier ceux que j'envoie, parce qu'on a tendance souvent à penser au salarié qui en reçoit, mais on ne pense pas forcément celui qui en envoie aussi. Donc déjà, ce droit et devoir à la déconnexion, il est là-dessus. C'est de se dire, de remettre un petit peu le salarié au centre de tout ça, d'interroger aussi les gens. C'est-à-dire que nous, on a des entreprises qui viennent nous voir, parce que il y a certains DRH qui viennent voir les syndicalistes pour demander ce que l'on fait avec ce droit à déconnexion quand même. Hein. Je ne dirais pas de nom, mais voilà, on en a aujourd'hui. Le problème que l'on a sur ce droit et le devoir à la déconnexion, c'est qu'il n'existe pas une solution toute faite. Il faut déjà partir, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, du terrain. Quelles sont les habitudes, quelles sont les pratiques de l'entreprise? Quand vous avez une boîte où 100% des personnes sont connectées à un ordinateur, ce n'est pas la même chose quand vous avez 70% des gens qui n'ont pas d'ordinateur toute la journée au travail. Donc déjà, ça c'est différent. Donc déjà, partir de la réalité du travail, faire discuter les gens et surtout, est-ce qu'on doit faire un accord? Est-ce qu'on doit fermer les serveurs, etc. Moi, je me refuse à donner une solution toute faite là-dessus. Par contre, interroger les gens sur leurs pratiques, etc. Il n'y a rien de pire, je pense, quand on est syndicaliste, de vouloir le bonheur des gens à tout prix sans leur demander ce qu'ils veulent.